Donc, une des raisons qui m'a amené à proposer ce webinaire, c'est qu'en fait, moi, je suis assez en colère et assez frustré parce que j'aurais voulu savoir ce que je vais vous expliquer quand j'étais plus jeune. Je suis donc coach scolaire, je suis aussi enseignant. En tant que coach scolaire, je m'appuie sur les connaissances que j'ai acquises sur le fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Pour quelqu'un qui n'était pas scientifique au lycée, c'est une belle gageure que j'ai réalisée parce que moi, j'ai fait une maîtrise de lettres modernes. J'ai rédigé un mémoire de maîtrise sur le point de vue du narrateur dans les romans de Milan Kundera. Donc, on est loin des neurosciences. Je suis également cette année, José, c'est quelque chose que tu ne savais pas, mais j'enseigne maintenant en école de commerce. J'enseigne dans les formations attaché de direction, assistant de direction, et en BTS MCO, dans la concurrence. Et dans l'une et l'autre de mes activités, donc le coaching ou l'enseignement, je constate que les adolescents et les adultes rencontrent tous des difficultés dans leurs apprentissages. En particulier, bon, évidemment, moi, ceux que je rencontre dans mon activité de coach, ce sont ceux qui ont des difficultés à l'école. Mais ceux que je rencontre dans l'enseignement supérieur ont aussi souvent des difficultés. Et en fait, ce n'est pas de leur faute, c'est qu'ils n'ont appris à aucun moment comment apprendre. Ils se mettent au contact de leurs cours, de leurs livres, et ils espèrent un petit peu que ça va se faire tout seul. Et le problème, c'est que la situation se dégrade forcément pour chacun d'entre nous d'année en année. Plus on vieillit, plus il est difficile d'apprendre. Et pourtant, il y a des possibilités qui existent pour pouvoir apprendre tout au long de sa vie, même au plus lointain. Pour les personnes les plus âgées, on peut toujours apprendre, mais ça demande un certain nombre de choses qu'il est nécessaire de mettre en place. Et pour cela, il y a 6 ingrédients. Donc, c'est les 6 techniques que j'ai mis en titre. Il y a 6 ingrédients qui doivent être absolument présents dans la situation d'apprentissage. Ces 6 ingrédients, ce sont l'attention, la vigilance, le sommeil, la répétition, la pause, et enfin celui qui est le plus détesté dans notre système scolaire, c'est l'erreur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour apprendre? Apprendre, c'est faire appel à un phénomène physiologique qui s'appelle la neuroplasticité. C'est la capacité de notre cerveau à se modifier physiquement en réponse à l'expérience. Tous les apprentissages que nous faisons dans notre vie sont possibles parce que notre cerveau a cette plasticité. Ce phénomène implique que les connexions neuronales, c'est-à-dire les liens entre les cellules de notre cerveau, les neurones, puissent se renforcer, mais aussi s'affaiblir, disparaître ou se former. Enfin, toutes ces relations, les connexions neuronales évoluent au fil de notre vie. Pour comprendre les choses de façon simple, imaginons que le cerveau est une ville où les connexions entre les neurones sont des routes, et ces routes s'adaptent en fonction du trafic, donc en fonction de l'expérience et des apprentissages que l'on mène. Si un certain chemin, si une certaine route est utilisée fréquemment, si une compétence ou une connaissance est régulièrement pratiquée, ça devient une autoroute, facilitant un accès rapide et efficace à cette information ou à cette compétence. À l'inverse, si on renonce à utiliser une compétence ou un savoir, la route correspondante va se transformer en sentier, voire disparaître, rendant l'accès à l'information difficile, voire impossible. Donc, plus nous faisons quelque chose, plus nous manipulons des concepts, des informations, ou plus nous utilisons nos compétences. Et quand je parle de compétences, je ne parle pas seulement de compétences intellectuelles, je parle aussi de compétences sportives, puisque, en fait, comme je le dis toujours aux jeunes avec lesquels je travaille, le cerveau, pour lui, qu'on apprenne à tirer un penalty ou qu'on apprenne à résoudre une équation du second degré, ce sont toujours les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Donc, plus nous utilisons une compétence, plus nous pratiquons un sport, plus nous manipulons l'information, plus les connexions neuronales deviennent robustes et plus efficaces. Quand les choses tournent mal dans notre fonctionnement par rapport à ce câblage, quand ça n'arrive pas, quand les choses ne fonctionnent pas de la façon attendue, on se retrouve avec des problèmes d'apprentissage ou de mémoire. C'est le cas de certaines personnes qui ont des troubles des apprentissages. Moi, l'exposé que je fais aujourd'hui ne porte pas sur le fonctionnement des gens qui ont ces troubles, je parle des 10 en particulier. Je parle des gens qui sont dans un mode de fonctionnement cognitif ordinaire.
Voilà. Alors on sait que les enfants sont comme des éponges. Moi j'ai un petit garçon de 3 ans et demi, il est assez épatant. Il semble qu'il soit suffisant, pour lui d'être exposé à quelque chose pour qu'il s'en souvienne. On lui dit une chose une fois, il s'en souvient. Les enfants, à cet âge-là, apprennent tout très, très vite. Heu, Maintenant, quand on rencontre parfois des adultes qui sont particulièrement doués, particulièrement talentueux et on a un peu tendance à se dire, «Il y a quelque chose de magique avec cette personne, que moi j'ai pas». Et en fait, vraisemblablement, c'est pas vrai. Ce qui fait que ces personnes nous paraissent, touchées par la grâce dans leurs compétences, leur maîtrise de quelque chose, que ce soit un sport, un instrument de musique ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, ça vient, de leur pratique, de leur persévérance et vraisemblablement du fait qu'il a commencé à apprendre très tôt. Plus on apprend les choses tôt, plus on les mémorise efficacement. Tout le monde admire des artistes, des sportifs, Serena Williams, Kylian Mbappé, Mozart, Miles Davis, ce que sais-je. Aucun d'entre eux, aussi talentueux soit-il, est né avec les compétences qu'il a ou qui l'ont rendu célèbre. Ils se sont tous, entraînés et ils ont commencé de bonne heure. Pour la plupart avant 5 ans et de toute façon, dans tous les cas, avant 10 ans. Notre capacité à apprendre descend après l'âge de 5 ans et ça devient de plus en plus difficile, au fil de l'adolescence et une fois passé la trentaine, à devenir, enfin apprendre de façon, spontanée par le simple contact devient pratiquement impossible. En revanche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut mettre en place des choses pour apprendre de façon plus efficace à tout âge. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on est parent, on peut aussi partager avec nos enfants un certain nombre de choses pour que l'apprentissage ne se fasse pas juste par le contact, comme ils espèrent que ça va se faire, mais vraiment en mettant en place de vraies stratégies. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première chose à mettre en place, c'est être en situation d'attention. L'attention, c'est, par exemple, si je vous dis maintenant de fermer les yeux et de vous concentrer sur l'interface entre le sol et vous, donc vraisemblablement vos pieds, vous allez vous mettre à avoir conscience de la texture de vos chaussettes, du fait que peut-être vos pieds sont froids, ou que vos chaussures sont trop serrées, ou que le sol est mou, ou au contraire il est ferme, en fonction du fait que vous avez les pieds posés sur un tapis ou sur le carrelage. Ça signifie en fait et ces sensations-là que vous avez, si vous êtes prêté à l'exercice, ces sensations, vous les aviez pas il y a quelques instants. Vous les aviez pas avant que j'attire votre attention sur le contact de vos pieds avec le sol. Ça veut dire qu'en fait, on a la liberté de choisir ce à quoi on accorde notre attention et plus on est concentré sur une tâche, plus on est susceptible de conserver les informations, surtout à long terme. Et l'attention est devenue, de nos jours, un enjeu, vraiment important. Dans les siècles passés, mais même il y a encore quelques décennies, l'attention n'était pas pour les gens un enjeu aussi important qu'aujourd'hui. Combien de fois, quand vous lisez ou quand vous travaillez, vous êtes obligé de recommencer, de relire ce que vous avez fait parce que vous avez été distrait par quelque chose? Alors quand je parle de distraction, je parle des distractions contemporaines que nous connaissons tous, qui sont, les téléphones, les notifications, tous ces appareils, électronique qu'on a tout le temps posé à côté de nous. Je suis sûr que vous avez tous votre téléphone portable à moins de 30 centimètres de votre main. Ce sont des gros consommateurs d'attention et pourtant le multitâche n'existe pas. On n'est pas capable de faire 2 choses en même temps, même les femmes. On ne peut faire 2 choses en même temps que si une de ces 2 choses est automatique. On peut faire ses lacets en bavardant avec quelqu'un, on peut éplucher les carottes en regardant une vidéo sur Netflix. On peut discuter avec quelqu'un en conduisant, mais vous aurez observé si vous avez fait ça, parce que vous avez forcément déjà discuté avec quelqu'un en conduisant, il suffira que la pluie se mette à tomber de façon intensive pour que vous arrêtiez de parler. Parce que vous allez vous focaliser sur la conduite, ce qui est normal et c'est fortement souhaitable, et vous n'allez plus être en mesure de tenir une conversation. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que le téléphone est interdit au volant. Donc on ne peut pas faire 2 choses à la fois. Donc, quand nous sommes au contact de nos appareils
des réseaux sociaux, quand nous scrollons sur nos téléphones, quand nous sommes sur notre ordinateur à travailler, mais que des fenêtres sont ouvertes sur LinkedIn, sur notre agrégateur de contenu, sur Le Monde, Libération ou je ne sais quoi. En fait, nous sommes soumis à des déficits d'attention qui sont vraiment mesurables. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on doit quitter une activité pour se focaliser sur une autre, il y a un temps de latence réel et qui est du temps perdu de concentration et qui est une dépense d'énergie. Alors, je ne suis pas en train de dire que le téléphone portable provoque le TDAH, mais en revanche, il a été mesuré que pour les adolescents, une utilisation de loisirs du téléphone pendant plus d'une heure par jour provoque des réels déficits d'attention. Et c'est valable évidemment pour nous aussi adultes. Donc, il faut mettre en place des techniques pour réussir à focaliser sa concentration, son attention. Et sur le long terme, celle qui est le plus efficace, c'est la méditation. Les techniques de méditation, qu'elles soient de pleine conscience ou autres, puisqu'il y en a plusieurs, ou même la méditation religieuse si on est adepte d'une religion, toutes ces choses-là sont efficaces sur le long terme. Sur le court terme, il y a quelque chose qui est très efficace pour améliorer notre attention. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le sport, l'exercice. On parle toujours de l'exercice en tant que chose importante pour notre santé physique, mais il faut savoir, et ça a été mesuré de plus en plus au cours des dernières années, que l'exercice physique a un impact positif sur notre santé cérébrale et notre santé mentale. Quand on pratique un exercice de façon modérée et régulière, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire le triathlon, si on a 20 minutes à 30 minutes d'exercice modéré quotidiennement, c'est suffisant pour augmenter la taille du cerveau, la taille de la partie du cerveau qui est impliquée dans les apprentissages et dans la mémoire. Ça aide à fabriquer des nouvelles cellules cérébrales. Donc ça augmente, la pratique régulière de l'exercice augmente la mémoire, améliore la cognition et donc notre capacité à penser. L'impact est important parce que, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut dire aux personnes âgées qui commencent à se sentir peut-être en perte de leur capacité cognitive. Il faut absolument qu'ils soient actifs. Mais c'est aussi quelque chose, bon, moi que j'ai observé avec mes adolescents, ils vont travailler en bus, ils sont assis toute la journée, ils font rien, ils font 2 heures de PS dans la semaine, et ils rentrent, ils prennent leur goûter, ils se vautrent sur le canapé un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure dans le meilleur des cas à scroller sur les réseaux sociaux avant de se mettre au travail. En fait, ces 20-30 minutes entre le retour de la maison et le début du travail devraient être consacrées à de l'exercice physique. Alors pas de l'exercice physique intensif, hein, il ne s'agit pas de pousser de la fonte pendant une demi-heure, mais simplement s'ils rentraient du lycée à pied ou en vélo. Pour les plus petits, s'ils faisaient un petit peu de trampoline ou de la trottinette dans le jardin ou dans la rue, ça leur permettrait, au moment de se mettre au travail, puisqu'on est dans un système où le travail scolaire est obligatoire le soir, ça leur permettrait d'être dans une capacité d'attention nettement supérieure. Et il faut savoir que pour une partie des ados et des adultes d'ailleurs, qui sont ceux qui sont concernés par les troubles de l'attention, comme le TDAH, mais aussi ceux qui sont à haut potentiel, il est très utile d'entretenir une activité motrice, même pendant le travail. L'activité motrice pendant le travail peut favoriser pour certaines personnes une meilleure attention. Alors le deuxième paramètre, qui est proche de l'attention, c'est celui de la vigilance. Les deux concepts sont liés, mais ce sont deux choses différentes. Donc l'attention, c'est la capacité à se focaliser sur une activité, à concentrer ses ressources cognitives sur quelque chose, sur un stimulus. On a des capacités d'attention différentes, l'attention sélective, l'attention soutenue, je ne vais pas détailler tout ça. En revanche, la vigilance, c'est être dans un état de préparation, dans un état d'alerte. C'est lié à notre mode de fonctionnement biologique. Si nous sommes la vigilance, c'est le mode de fonctionnement qu'on va activer quand on est un chasseur-cueilleur dans une zone de savane et qu'on suppose qu'il peut y avoir soit une proie, soit un prédateur. D'accord? On est attentif. On a tous nos sens en éveil. Et cette vigilance,
C'est ce qui nous prépare à la réaction face à un événement. Et les 2 possibilités que nous activons dans ce cas-là, enfin, il y en a 3, c'est le combat ou la fuite, ou dans certains cas, le fait d'être paralysé. Malheureusement, quand on est face à une situation de stress intense comme la rencontre d'un tigre à dents de sabre, il vaut mieux être en position, en mode de fonctionnement fuite qu'en mode de fonctionnement, combat ou paralysé. Mais donc la vigilance, c'est le mode qui va nous permettre d'avoir toutes nos capacités affûtées. Donc concrètement, dans notre système nerveux, ça va provoquer la libération d'adrénaline, de noradrénaline, de toutes choses qui augmentent notre vigilance. Alors, comment faire pour être un petit peu plus vigilant? Alors, il y a des techniques qui peuvent être mises en place à la maison sans se mettre en chasse comme un chasseur-cueilleur. C'est par exemple de mettre en place des stratégies de respiration. Alors, il y a des techniques un peu compliquées comme la méthode de Wim Hof qui associe l'exposition au froid et des techniques de respiration un peu complexes, mais il y a par exemple la cohérence cardiaque. Les techniques de cohérence cardiaque peuvent nous permettre d'augmenter notre vigilance et ça se fait assez facilement, en quelques minutes, 4 ou 5 minutes de pratique. On peut aussi se prendre une douche et finir avec de l'eau froide pour se mettre, dans un état de vigilance supérieur. Et il y a quelque chose qui augmente considérablement notre vigilance, que nous connaissons tous, c'est le stress. Le stress, c'est le déclencheur de la vigilance dans l'état naturel. Alors le stress à petite dose est très très efficace pour augmenter notre vigilance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains se retrouvent plutôt à l'aise, comme moi, à travailler au dernier moment et à mettre la dernière main à cette intervention à 12h57. Donc le stress, ça augmente considérablement notre vigilance et ça favorise à la fois la vigilance et notre capacité de focalisation pendant le travail. En revanche, on sait que le stress est nocif sur le long terme. Le stress chronique, le stress à long terme, change vraiment physiquement la structure de notre cerveau et pour le coup, a un effet inverse. C'est-à-dire qu'une personne qui est stressée de façon chronique va avoir des problèmes d'apprentissage et des troubles de la mémoire. Mais ces petits moments de stress font du bien, nous permettent d'être plus efficaces. Il y a aussi des produits, enfin des produits tout à fait licites, hein, comme le café, la caféine, qui augmentent la vigilance. La consommation de caféine a avantage d'apprentissage, ou la consommation régulière de café augmente la capacité d'apprentissage et notre mémoire. Ce sont des choses qui ont été mesurées. Alors évidemment, ce n'est pas des choses qu'on peut conseiller à des enfants ou à des jeunes adolescents. À l'inverse, il y a des choses qui sont mauvaises pour notre vigilance. Le fait de manger, par exemple. Quand on est dans la phase de digestion, tous les profs le mesurent, tous les gens qui font de la formation le mesurent. Après le repas, les élèves ne sont pas disponibles. C'est simplement parce que biologiquement, ça a désactivé le système de combat et de fuite. Donc, ils sont moins disponibles ils ne sont pas vigilants, ils ne sont pas disponibles pour travailler. Il y a une autre chose qu'il faut connaître aussi, c'est que notre vigilance fluctue dans la journée. On a mesuré, c'est ce qu'on appelle le rythme ultradien. On connaît le rythme circadien, celui qui se fait sur la journée. Le rythme ultradien, c'est un rythme de 90 minutes environ, au cours duquel nous alternons des phases de vigilance maximale et des phases de vigilance minimale. Donc une action, une activité qui demande une concentration, une vigilance importante sur le long terme ne peut pas durer aussi longtemps que 90 minutes. Donc ça, c'est un point que j'évoque en parallèle et qui pourra être réévoqué à un autre moment, un peu plus tard. C'est tout l'intérêt d'une méthode comme la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, je ne sais pas si vous la connaissez, ça a été mis au point par un consultant en ressources humaines dans les années 80, un Italien, dont j'ai oublié le nom, mais si vous cherchez sur internet, vous le trouverez très facilement, qui a utilisé un minuteur qu'il avait à la cuisine, un minuteur en forme de tomate, d'où le nom Pomodoro. Le principe est simple, on se concentre pendant 30 minutes sur une tâche et on fait une pause de 5 minutes.
on refait une tâche concentrée pendant 30 minutes et ensuite on se repose pendant 20 minutes. Quand je parle de pause, je parle de vraie pause. C'est-à-dire que ces 5 minutes, elles ne sont pas consacrées à ouvrir TikTok, Le Monde ou LinkedIn. C'est une vraie pause. On va faire pipi, on boit un verre d'eau, on va respirer à la fenêtre. On plie 3 chemises s'il y a du linge à plier dans la maison. Enfin, on fait quelque chose qui ne demande pas d'attention particulière. Une tâche machinale, c'est très bien. Donc cette méthode Pomodoro, moi je la conseille toujours aux étudiants comme aux jeunes que j'accompagne. C'est vraiment une façon de travailler à la fois la concentration et la vigilance. Attendez, il y a quelqu'un qui clique pour entrer. Voilà, j'ai ouvert. Donc on a vu l'attention, on a vu la vigilance. Le troisième point, c'est la répétition. Les littéraires connaissent la citation de Boileau qui disait « 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage ». La répétition, c'est la clé quand on veut apprendre. On ne peut pas mémoriser quelque chose quand on n'y a été exposé qu'une seule fois. Il y a un petit bémol à ça sur lequel je reviendrai plus tard, mais la règle générale en matière d'apprentissage, c'est qu'on ne peut pas apprendre quelque chose sans y avoir été exposé plusieurs fois. Pour quelle raison? C'est simplement que pour le cerveau, vous savez que le cerveau, c'est l'organe qui consomme le plus d'énergie dans notre corps. Pour le cerveau, mettre en place le processus de neuroplasticité, organiser la connexion entre les neurones, etc., tout ce travail, ça lui demande de l'énergie, ça lui demande des acides gras, ça lui demande des protéines, ça lui demande beaucoup de travail. Et le cerveau, c'est un gros feignant. Il ne veut pas investir toute cette énergie pour quelque chose dont il n'est pas sûr que ça va resservir. Pour lui, créer ces connexions, mettre en place la neuroplasticité, c'est un investissement. Donc, s'il a l'impression que c'est une chose qui va être une fois, qui va être faite qu'une seule fois, il ne va pas s'en préoccuper et il ne va pas le stocker. Donc, pour signaler à votre cerveau, au niveau cellulaire, que la chose que vous apprenez mérite d'être stockée, la seule chose à faire, c'est de lui représenter régulièrement. Donc, un apprentissage doit toujours se faire en utilisant les techniques d'espacement. C'est-à-dire qu'on doit apprendre une leçon en plusieurs fois. Un élève qui va apprendre sa leçon, qui va consacrer 3 heures à apprendre sa leçon 24 heures avant un contrôle, en termes d'investissement de temps, il a tout faux. En termes d'efficacité, il a tout faux. Parce que 15 jours après l'examen, il ne se souviendra plus de rien. Moi, pendant les 26 ans que j'ai passé dans l'éducation nationale, j'ai entendu toutes les rentrées, les profs en salle des profs dire « Mais qu'est-ce qu'ils ont appris l'année dernière? Ils se souviennent de rien. » Mais en fait, les élèves avaient appris l'année précédente. Mais ils avaient appris la veille du contrôle, ou la semaine précédant le contrôle, et n'avaient jamais révisé, après le contrôle évidemment, mais n'avaient jamais utilisé pour la plupart les techniques de mémorisation par espacement. Ce qui fait qu'en toute bonne foi, bien qu'ils aient appris leur leçon, eh bien, dans les semaines qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi, ils avaient oublié. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre tout le temps. Et la seule chose à faire contre ça, c'est d'apprendre en plusieurs fois. Donc, il faut apprendre par courte période d'apprentissage, répéter, plutôt que de travailler de façon intensive. Les gens qui pratiquent un instrument de musique savent qu'il vaut mieux apprendre, qu'il vaut mieux faire leurs exercices de piano 5 fois dans la semaine pendant une demi-heure que de consacrer 3 heures au piano pendant le week-end. On verra un peu plus tard dans mon exposé la raison pour laquelle à quoi c'est dû. L'apprentissage, il faut le faire donc en plusieurs fois et par petits morceaux, en raison de nos capacités réduites aussi de concentration et de vigilance. Alors parfois, on peut apprendre d'un seul coup. Ça arrive, c'est dans les cas où la composante émotionnelle est importante. Le plus souvent, malheureusement, c'est quand c'est une composante émotionnelle négative. Mais ça peut être aussi un grand plaisir, une grande joie. La liaison entre les apprentissages et les émotions est très très importante.
C'est pour ça, par exemple, qu'un professeur qui fait peur à ses élèves n'arrive jamais à ce que ses élèves mémorisent sur le long terme, parce que les élèves sont dans un état de stress tel quand ils sont avec lui qu'ils ne mémorisent pas. Et vous pouvez effectivement, enfin on a tous l'expérience dans notre vie d'avoir appris une nouvelle fracassante et de nous souvenir parfaitement du contexte dans lequel on était, de ce qu'on avait fait. Par exemple, moi, je me souviens parfaitement de ce que je faisais le 11 septembre 2001 quand les émissions de télévision se sont interrompues pour montrer les avions fracasser les tours du World Trade Center, parce que la charge émotionnelle était telle que l'information est venue et est restée gravée chez nous. Et chacun d'entre vous a vraisemblablement une expérience identique. L'inconvénient de ce système-là, c'est que, alors, la raison biologique pour laquelle ça fonctionne comme ça, c'est que ça permet à notre corps, à notre cerveau de mémoriser de façon efficace une situation extrêmement stressante pour pouvoir y faire face la fois d'après. Pour en revenir à notre histoire du chasseur-cueilleur, quand il a été soumis à une séance de stress très, très intensive suite à soit à la rencontre d'un prédateur, soit à une partie de chasse particulièrement réussie, il sera en mesure, la prochaine fois, de remettre en place les mêmes stratégies. L'inconvénient, c'est que si on est exposé à des stress vraiment trop violents, on se retrouve avec des syndromes de stress post-traumatique. Et là, la mémorisation de l'information par notre cerveau est tellement ancrée que on est obligé parfois de mettre en place des thérapies très longues et très complexes pour réussir à se débarrasser de ces souvenirs. Donc, les souvenirs, enfin, pour mémoriser, pour récapituler, pour mémoriser, il faut être exposé plusieurs fois à l'information. Les émotions ont un rôle très important dans la mémorisation, en bien comme en mal. Une information extrêmement stressante, un contexte violent, nous permet de mémoriser très durablement, mais ça peut avoir un effet très délétère pour notre santé mentale. L'aspect suivant, c'est les pauses. La pause et le repos, c'est quelque chose qu'on ne prend pas toujours en compte dans nos apprentissages et qu'on ne prend pas du tout en compte dans l'organisation de notre système scolaire. Pourtant, les pauses sont très importantes pour apprendre. Et la raison en est que notre cerveau a besoin de retravailler les informations qu'il a acquises. Comme je vous disais tout à l'heure, vous serez plus efficace si vous faites un petit peu de piano tous les jours que si vous en faites beaucoup dans la journée. Si vous apprenez, par exemple, une série d'accords au piano et que vous faites une pause de 10 secondes après, votre cerveau, pendant cette pause, vous n'allez pas en avoir conscience, mais va travailler et va commencer à mettre en place. Alors, le câblage ne va pas être fait encore à ce moment-là, ça va lui demander du temps, mais il va commencer déjà à retravailler les choses. Ce qui fait que si vous reprenez la même série d'accords au bout de quelques dizaines de secondes, vous allez le faire de façon plus efficace et plus rapide. Concrètement, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un apprentissage, il faudrait se prévoir une pause après. Plus on est jeune, moins on a besoin de cette pause. Les enfants, les petits-enfants, pardon, quelques minutes suffisent pour eux, dans leur cerveau, à stabiliser les connaissances qu'ils ont acquises. Pour les adultes, ça peut prendre 1 heure ou plusieurs heures. C'est-à-dire que quand on est, nous, adultes, en situation d'apprentissage, il faut qu'on se prévoie, après avoir appris, un temps de repos. Alors, comme je disais tout à l'heure pour le Pomodoro, ce temps de repos doit être consacré à des choses banales. Pas des choses stimulantes intellectuellement, pas des choses qui vont nous demander de réfléchir et de nous creuser la tête. Ça, c'est vraiment important. Notre cerveau a besoin de temps pour assimiler et c'est la raison aussi pour laquelle il a besoin de sommeil. Parce que le sommeil, c'est le moment où notre cerveau, va refaire plein de choses. Alors c'est là qu'il va travailler le câblage de notre, qui permet la neuroplasticité, mais il fait aussi un travail de nettoyage. C'est-à-dire que pendant notre journée, notre cerveau accumule toutes sortes de produits dont il n'a pas besoin. Donc le repos, c'est vraiment important, que ce soit du repos réveillé ou du repos
ou du repos nocturne. Dans les 2 cas, il est vraiment fondamental et ça, c'est un enjeu par rapport aux adolescents qui ont un rythme circadien, décalé. Biologiquement, les adolescents, sont des couches-tard et des lève-tard, pour la plupart d'entre eux. Or, on leur demande de se lever tôt le matin, mais comme ils ont du mal à s'endormir le soir, ils ont tendance à trouver d'autres activités que de s'endormir et en particulier, le téléphone portable le soir, alors que c'est le moment où leur cerveau aurait le plus besoin de ne pas être stimulé, de ne pas être sollicité. Voilà. Donc le repos, la pause au sein des activités. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut alterner les phases de concentration, de travail intensif et les phases de pause dans lesquelles on fait des activités banales. Il faut avoir son content de sommeil. C'est le deuxième point important, enfin le dernier point important concernant les pauses. Et enfin, le dernier aspect, la sixième clé des apprentissages, c'est celle de l'erreur. L'erreur n'est pas quelque chose de valorisé dans notre mode de fonctionnement. Moi, c'est quelque chose qui me choque, c'est-à-dire que quand on fait des évaluations sommatives dans l'enseignement, ces notes sont rentrées dans la moyenne. Ça induit chez les lycéens, chez les collégiens, les enfants, l'idée que quand on se trompe, on est puni par une mauvaise note. Or, on ne peut pas apprendre sans faire d'erreur. Moi, j'ai coutume de dire aux enfants que si leurs parents les avaient grondés, leur avaient mis une mauvaise note, enfin, les avaient grondés à chaque fois qu'ils sont tombés de vélo quand ils ont appris à faire du vélo sans petit trou, ils n'auraient pas appris à faire du vélo. S'ils s'étaient fait engueuler à chaque fois qu'ils avaient trébuché à 1 an et demi pour commencer à marcher, ils n'auraient pas appris à marcher. Et pourtant, on a tout le temps peur de faire des erreurs. Et c'est pourtant important de faire des erreurs, d'une part parce que la peur de faire des erreurs, ça nous génère un petit peu de stress. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce stress, il est très utile pour augmenter notre focalisation et notre vigilance. Donc l'erreur est importante. D'autre part, si on fait quelque chose spontanément sans erreur, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Donc notre cerveau, il a besoin de faire des erreurs, de comprendre pourquoi il s'est trompé et de recommencer. Donc l'erreur est vraiment très, très importante et il faut même l'intégrer dans nos apprentissages. Par exemple, sur un apprentissage sportif, quelqu'un qui veut s'entraîner à tirer, je ne sais pas, disons une pénalité au rugby. S'il s'entraîne à placer son ballon toujours dans l'alignement des poteaux à une distance raisonnable, il va y arriver rapidement et il ne va pas progresser. S'il place son ballon de manière désaxée ou à des distances compliquées, il va faire des erreurs. Mais ce sont ces erreurs qui vont lui permettre d'être plus efficace quand il sera sur le terrain lors du match, parce qu'il aura acquis une plasticité, une confiance qu'il n'aura pas développée s'il est tout le temps dans une situation où il ne fait pas d'erreur. D'ailleurs, les entraîneurs sportifs l'ont bien compris. Quand ils font travailler quand ils coachent leurs athlètes, ils veillent généralement à les mettre dans des situations où vont alterner les situations faciles et les situations difficiles. Alors moi, ce qui me pose problème donc dans notre système, dans le système auquel on soumet nos enfants, c'est qu'on les décourage. On les décourage de faire des erreurs. Le seul moment où ils ont le droit de faire des erreurs, en fait, c'est quand ils font le travail à la maison, les exercices à la maison. Alors c'est vrai, mais moi je trouve que c'est bien dommage que toute la phase d'évaluation sommative soit aussi évaluée. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, José, par exemple, mais pour moi, c'est. Ouais, moi je trouve qu'ils ont, enfin c'est un peu des choses sur lesquelles je raisonne pas mal en ce moment, c'est que pour éviter d'être dans l'échec, beaucoup d'élèves, y compris dans les exercices qu'on fait comme ça au quotidien, en fait ils les font pas, ils se trompent pas. Et la difficulté, c'est que du coup ils regardent ce que fait le copain,
et finalement la seule fois où ils se confrontent à l'erreur, c'est le jour de l'évaluation. Voilà. En fait, ils ont désappris à se et moi j'essaie de enfin, c'est quasiment du théâtre au tableau, mais je leur dis: «Allez-y, faites, toutes les erreurs possibles, maintenant quoi, pas le jour de l'évaluation». Mais je trouve qu'ils ont du mal à se lancer maintenant. Ils ont je sais pas, c'est pas simple ça, à leur faire comprendre qu'il faut qu'ils fassent toutes les erreurs possibles pendant qu'on apprend, quoi. Voilà. Mmh. Et en plus, quand on réussit, après avoir échoué, au plan cérébral, ça nous amène à produire des hormones de la récompense. Donc on se retrouve dans une situation de bien-être. Mais cette situation de bien-être, elle est proportionnelle au malaise qu'on a vécu avant, en fait. Et moi, j'ai toujours coutume de dire, alors c'est un peu provocateur, mais je dis aux gens, aux étudiants ou aux jeunes avec lesquels je travaille: «Si tu as réussi du premier coup, c'est que c'était trop facile, en fait. Et si c'était trop facile, tu n'as rien appris». Voilà. Alors moi, je voudrais juste dire une chose, c'est Rachel qui parle. Oui, Bonjour. Donc je suis bonjour. attentivement, le déroulé de cette conférence-là. Moi, ce que je déplore un petit peu, c'est, bon, moi j'ai 2 adolescents, hein. Bon, je veille à ce que leurs devoirs écrits soient faits, ce qu'ils soient à mesure quand je peux, voir aussi si ça a été fait. Bon, au bout d'un moment, il faut un peu les laisser faire. Mais ce que je déplore, c'est plus le manque, parfois de la part du professeur de temps pour, veiller à ce qu'il y ait une bonne correction des exercices. Et ça, je pense que souvent, c'est ce que mon grand me disait: «Oui, mais c'est décourageant parce qu'en fait, on n'a pas fait la correction». Donc l'année dernière, par exemple, il avait en classe de troisième, il avait un professeur de mathématiques qui donnait énormément d'exercices de mathématiques. Donc il corrigeait pas toujours tous les exercices qu'il demandait d'effectuer et qui mettait pas forcément non plus la correction à disposition dans l'espace numérique de Mmh. travail. Alors chez nous, c'est Pronote, mais voilà, c'est un peu ça, en fait, qui est décourageant, je trouve que c'est difficile en tant que parent de les garder engagés pour qu'ils fassent sérieusement leurs exercices. On le fait, hein, nous, on est vraiment très engagés avec eux dans leur scolarité. Et c'est vrai qu'après, ben, c'est un peu décourageant. Puis bon, on peut pas, des fois, on fait passer un petit peu des messages aux professeurs comme ça, mais bon, on peut pas non plus leur dire ce qu'ils ont à faire. C'est pas, on Bah, ce reste à qu'il y a, notre place, hein. Voilà. c'est-à-dire que les professeurs, eux, ils ont la contrainte d'un programme à remplir, ils ont des contraintes de temps, mais ce que vous dites est parfaitement vrai, c'est que la correction, elle est plus importante que l'évaluation, en fait. Et bon, vous, vous êtes sensibilisés à l'importance de la correction, mais malheureusement, les élèves, généralement, ne le sont pas. Même moi, je suis pas entendu dans ma propre paroisse, hein. J'ai un garçon qui est en terminale, avec spécialité maths et maths experte en option. Quand il se prend des notes pas satisfaisantes en maths experte, je lui dis qu'il faut qu'il refasse son devoir et qu'il le refasse et qu'il le refasse et qu'il voit la correction. Bon, il est réticent à le faire. Mais effectivement, la correction, c'est vraiment au moment c'est après avoir trébuché qu'il faut analyser les raisons pour lesquelles on a trébuché et mettre en place les choses qui permettront de ne pas trébucher la fois d'après. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu le problème, mais je pense que les professeurs, ils sont un petit peu, blasés parce que, quand ils donnent des corrections, les élèves ont du mal à s'en saisir. Donc franchement, à leur décharge, je dirais qu'ils doivent être un peu découragés de de produire ça. Mais c'est vrai que pourtant que c'est fondamental. De la même façon que les appréciations sur les copies sont plus importantes que les notes. Mais ça prend beaucoup de temps de faire des appréciations fines et quand on voit que les élèves, eux, généralement sont focalisés sur la note et les parents aussi, c'est un peu décourageant. Bah, moi, je suis d'accord avec vous, mais moi, j'hésite pas à leur dire que pour moi, c'est fondamental, à chaque réunion, bah, qu'ils me mettent un petit mot sur la copie Mmh mh. pour qu'on puisse, le faire, enfin bien comprendre comment les aider, les accompagner. C'est des scolarités qui sont de plus en plus exigeantes. On est, de plus en voilà, et je pense qu'à un moment donné, il faut mettre les moyens, c'est sûr, mais il faut aussi donner les moyens aux élèves. Et Mmh. j c'est des 2 côtés, hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui, va être contre les professeurs. Au contraire, je leur donne beaucoup d'informations pour, ben, voilà, pour qu'il y ait un échange. Mais Mmh. je pense que c'est post-Covid, hein, tout est digitalisé, numérisé, on a perdu un peu en contact humain, tout le monde est un peu, enfin, c'est un grand sujet. Mais Oui, bon, oui, en tout mais cas, la correction, c'est vraiment,
quelque chose d'important. Et en fait, pour cela, en fait, moi, j'utilise des cahiers. Des Mmh. cahiers, je comprends tout et je trouve que c'est pas mal, en fait. Ça permet de revoir la leçon, faire un Mmh mh. exercice. Alors, je suis pas prof et je veux pas me substituer au prof, mais quand je vois que ça pêche, je pense que, Mmh. voilà. Mais il y a des profs qui font refaire le devoir après la correction, hein, ou qui évaluent la façon dont la correction a été faite par les élèves. Bon, vous On n'a avez pas pas eu de encore chance, ça. mais oui, Non, oui, on n'a mais pas encore ça, non. non, non, mais c'est Ouais, vrai que la correction, c'est fondamental parce que faire le constat qu'on a raté, c'est une chose, mais il faut ensuite ouais, l'analyser. ouais. Voilà, Ça, merci. c'est sûr. Mmh. Bah, Ah, moi, merci de la moi, je l'ai question. tenté, ça. Hein. Moi, je l'ai tenté, ça, de faire des corrections aux Ouais, élèves en disant si vous refaites bien l'exercice, je vous rajoute 2 points sur votre devoir. Et c'est vrai que sur 30, il y en a 5-6 qui le font. Et c'est pas ceux qui ont les plus mauvaises notes. Hein. bah, non. Non, non, mais Et ça prend du temps, et ça peut dire double correction, et ça prend un temps certain. bah, Alors, c'est je le fais clair, pas oui. tout le temps parce qu'on a tous plein Oh d'heures, non, plein bien sûr. d'élèves, etc. C'est compliqué. Mais le problème, c'est que c'est un système, c'est un conditionnement qui a commencé avec l'école primaire. Donc, c'est notre système qui devrait être différent. Parce que si, individuellement, certains, enfin, franchement, moi, j'ai jamais rencontré de prof, qui avait, la volonté de faire rater les élèves, hein. Ça ça, j'en ai jamais rencontré, au pire, ils sont maladroits. Mais, le système aussi en tant que tel est vraiment compliqué pour les profs, hein. Moi, je Moi, j'ai préféré m'en sortir, hein, parce que franchement, je me dis que faire du bon boulot, dans les conditions qui sont, celles qu'on donne, aux établissements aujourd'hui, c'est vraiment difficile quand même. Ben, moi, je suis d'accord avec vous pour vivre à l'étranger et avoir connu 2 systèmes, hein, le système, local et le système, français à l'étranger. Bon, on voit les différences. C'est-à-dire que, là où on vit, on a des classes à l'école primaire de 15 enfants Mmh mh. jusqu'au CM2, jusqu'à même à la première année de 6e, 15 enfants par classe. Et Au c'est lycée, ils sont un peu plus, ils doivent être 20-22, mais c'est mmh mh. des conditions. Après, il y a d'autres choses qui sont à discuter, hein, mais en tout cas, dans le groupe, dans la façon d'organiser et c'est pour ça que maintenant, ce que j'observe aussi, c'est que, aussi, on fait de plus en plus de demi-groupes après, parce que quand on arrive avec des classes chargées à 24-30 élèves, on est obligé de travailler, de faire des cours d'appui en demi-groupe. Mais en Mmh mh. fait, on devrait être en groupe de 15-17 élèves, dès toute la scolarité jusqu'au baccalauréat. Si on veut, être en situation, optimale, rien que ça déjà, hein, ça permet d'avoir, déjà une charge de travail, Mmh mh. plus allégée pour le professeur, hein. Moi, vraiment, j'observe, hein, l'engagement des professeurs, le temps consacré, enfin la charge mentale qu'ils ont aussi. C'est énorme, hein, d'être un Mmh mh. enfin, donc c'est vrai que rien que ça, hein, c'est avoir trop d'élèves par classe, c'est difficile, je pense, de pouvoir bien Bah, faire, oui, bien sûr, oui. son travail et d'avoir de l'échange et de bien connaître, bah, l'élève qu'on a en face de soi aussi, hein. Bah, Voilà. sans compter que le travail, c'est pas ça il se fait pas seulement dans la classe, il se fait aussi à la maison quand il faut corriger les copies, comme disait José, hein, c'est-à-dire que si on doit corriger 20 copies ou si on doit en corriger 35, ça fait pas du tout la même chose et on met pas les mêmes appréciations sur les copies et cetera, c'est sûr, hein. Mais après quand on va dans un conseil moi je suis allé dans un conseil de classe il y a pas longtemps, parce que je suis délégué pour la classe de mon fils. Quand on voit un conseil de classe où on fait passer 35 élèves en en 1 heure, bon, c'est pas un conseil de classe, c'est juste, on s'informe juste de ce qu'on a marqué sur le bulletin, en fait. Si chacun avait lu le bulletin de son côté, c'était la même chose. On n'a pas le temps, face aux effectifs qu'on a, de faire du travail sérieux parce qu'un conseil de classe de 35 élèves, pour qu'il soit bien fait, il faudrait qu'il dure 3 heures et personne n'est prêt à donner 3 heures de son temps, combien de fois enfin ça voudrait dire donner dans sa semaine, 12 ou 15 heures, rien que pour les conseils de classe, c'est pas possible. Donc Nous, on commence effectivement, à il les faut faire vivre dans la en, classe. nous, on commence à les faire en soirée, comme ça on trouve du temps. En soirée, En ce moment, c'est 18h30, 21h. bah, oui. Bah, de Du toute grand art. façon, et puis du Ah coup, mais bah, c'est per rude, hein, c'est rude, c'est rude. oui, Le c'est faire en difficile. soirée, c'est rude, je trouve et pour, les enseignants et pour, l'équipe pédagogique et pour les parents qui vont être là et qui s'engagent en tant que parents, délégués. Il y en a pas beaucoup qui veulent assumer cette mission-là. Moi, je trouve ça un peu rude, le soir, quoi. Ah bah, bien Après, sûr,
Sans Après, compter bon, que tout le monde a sa journée de travail déjà en plus. en tout cas, merci pour cette session. C'était vraiment intéressant. Et c'est des bons rappels aussi. Et Très bien, bah, tant voilà, je vais mieux. devoir vous laisser parce que justement, je vais en Bah, de toute récupérer un. façon, Mais on je arrive vous au suis bout beaucoup sur du les créneau réseaux prévu. sociaux. Merci beaucoup pour ce que vous faites. C'est Avec super plaisir. pro. Merci. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Bonjour Jérémy, tu arrives juste à la fin? Bonjour Denis, ouais. Désolé, C'est pas j'arrive grave. un peu tard, effectivement. Bah, je publierai Mais- l'enregistrement de la séance. Voilà. Ah bah, grand plaisir, c'est très gentil, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Je vois que les participants ont apprécié apparemment, ça ne m'étonne pas. Bah, oui, tant mieux. Je m'en réjouis. Bien, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Non? Bon, vous avez appris des choses, j'espère? Ouais, moi j'avais notamment des confirmations avec les. On avait une formation il y a 2 ou 3 ans au lycée là, sur les neurosciences et il y a plein de choses du coup que j'ai revues aujourd'hui et que j'essayais de transmettre à mes étudiants et à m'appliquer à moi-même. Voilà. La notion de répétition, d'espacement, ouais, ça marche en fait. Ouais. Et j'avais jamais utilisé. Moi, j'utilise beaucoup et franchement, j'utilise pour moi aussi, hein. Parce que bon, je suis vieux maintenant, donc mon cerveau théoriquement devrait plus fonctionner. Mais en fait, objectivement, moi j'utilise beaucoup, ce que je conseille beaucoup aux élèves, c'est les flashcards, tout bêtement, soit en version carton, soit en version numérique. Il y a une application qui s'appelle Anki App, qui est une application gratuite, il y en a aussi des payantes, qui permet de faire des flashcards. Donc une flashcard, c'est une notion par carte. La notion à apprendre d'un côté, la réponse de l'autre, et on s'interroge régulièrement. L'avantage des flashcards, c'est que ça peut se manipuler dans le bus, ça peut se manipuler debout dans le couloir avant le contrôle, ça peut, en version numérique, on l'a toujours sur le téléphone. Et c'est vraiment très très efficace. Si ça vous intéresse, j'ai sur le blog d'Eclosia, j'ai un article sur les flashcards que vous pourrez aller voir. C'est une méthode toute bête, mais vraiment efficace et qui marche pour toutes les notions. C'est-à-dire que ce soit une notion de comptabilité, des mots de vocabulaire, un concept philosophique, n'importe quoi, on met le concept d'un côté, on met l'explication du concept de l'autre. Il ne faut pas que ce soit des tartines. Et on passe en revue, et ensuite on se fait une pile de flashcards. Évidemment, il faut les identifier la matière, etc., pour pouvoir les remettre dans l'ordre si on les fait tomber. Et ensuite, le principe, c'est tout simple. On a sa pile de flashcards, on a une pile de 15, 20, 30, 50 flashcards, et on se les passe sous les yeux. Si on sait répondre à la question, ben on pose la carte sur le côté, on ne la reprend pas. Si on ne sait pas répondre à la question, on la remet derrière. Voilà. Et c'est comme au Uno, on a gagné quand on n'a plus de cartes. Voilà. Et on reprend sa pile de cartes tous les jours. Et de cette façon-là, on peut vraiment ancrer les compétences sur la durée. C'est super efficace. Et c'est surtout très intéressant de les faire soi-même. Et ensuite, ça nous fait des séances de révision qui sont super rapides en plus. C'est vraiment un système qui est tout bête et qui est vraiment très très efficace. Parce que les élèves ont tendance à faire des fiches. Les fiches, moi je ne suis pas fan, parce que ça fait perdre beaucoup de temps. Ou alors les fiches, moi ce que je conseille, c'est d'apprendre le cours une première fois, de fermer le cours et de se prendre la fiche et de faire la fiche de mémoire. Et ensuite, on reprend le cours pour vérifier qu'on n'a rien oublié, on complète la fiche a posteriori, mais on fait de la même façon cet aller-retour entre un cours et une feuille blanche. Parce que lire, c'est ce que font tous les élèves et ce n'est pas du tout efficace. 80% des élèves apprennent leurs leçons en lisant, et c'est la méthode la moins efficace pour apprendre. La seule façon efficace d'apprendre, c'est de s'interroger soi-même, en fait. Les petits, quand on fait apprendre une leçon à un petit, on lui dit récite-la moi. Et ben, les grands, il faudrait qu'ils fassent la même chose et qu'ils se récitent les trucs tout seuls sur une feuille blanche. Voilà. Ça, c'est le petit truc en plus qu'il faut savoir pour apprendre vraiment les fiches. Les fiches, il faut les faire de la façon que je conseille.
Et les flashcards, c'est vraiment super efficace et très rapide. Voilà. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vous remercie beaucoup de vous être connectés, de votre intérêt pour ce que je fais. Et puis, une autre fois. Merci. Merci bien. Merci, bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Plaisir, au revoir. Bonne journée, bon après-midi. Merci.